Vous souhaitez avoir ce moment de rencontre qui n'a rien à voir avec le climat des élections municipales, mais qui bel et bien nous renvoie à une affaire qui va vous proposer de nouveaux rebondissements. L'État a choisi, il y a quelques mois de cela, d'installer de nouvelles cours d'appel en Occitanie. Il y avait deux candidatures crédibles, celle de Toulouse et celle de Montpellier. Après plusieurs voyages à Toulouse et à Montpellier, la délégation du Conseil d'État, qui a été menée par son vice-président et qui a été en contact avec les services de la ville et avec nous-mêmes, Bernard Travier, ancien magistrat et vice-président de la métropole, et moi-même, en parfaite cohérence avec l'ensemble des politiques, que ce soit les députés, les sénateurs, ou même les autres élus, et avec Rémi Lévy, bâtonnier de l'Ordre des avocats, nous avons reçu ces délégations et nous leur avons présenté les différents sites sur Montpellier qui étaient susceptibles de les intéresser. Ça s'est fait également en accord avec le préfet, parce que plusieurs sites appartiennent aujourd'hui à l'État. Dans la visite que nous avons faite et que Bernard a diligenté, le secrétaire général de la préfecture et les services de la ville étaient présents. Les responsables du Conseil d'État nous ont indiqué qu'ils nous donneraient une réponse en juin 2019 pour savoir s'ils choisissaient Toulouse ou s'ils choisissaient Montpellier. Nous avons développé les arguments pouvant arguer du fait que Montpellier était la meilleure ville pour pouvoir y installer la cour administrative d'appel. En effet, le nombre d'affaires est beaucoup plus important que celui de Toulouse. À Toulouse sont traitées environ 6 000 affaires, et à Montpellier, en comptant Nîmes et Montpellier, nous sommes entre 10 et 12 000 affaires. Sur cette affaire de la cour d'appel, tous les élus ont signé, sauf deux, Madame Delga et Madame Ressigny. Tous les autres parlementaires, Monsieur Mesquida a signé, et les autres parlementaires ont signé également, sénateurs, députés. Nous avons attendu mai, nous avons attendu juin, nous avons attendu juillet, et ce rade de voituriers venir, pas de réponse du Conseil d'État, ni même de la chancellerie. Nous avons posé des questions, on nous a dit c'est en cours, etc. Et puis voilà que les investitures de la République en marche arrivent en septembre, et que juste après l'obtention de l'investiture La République en marche pour le maire de Toulouse, Jean-Luc Boudingue, eh bien, le garde des Sceaux, Mme Belloubet, choisit Toulouse pour y installer la cour administrative d'appel contre tous les paramètres qui indiquent l'intérêt général, et en particulier le nombre de dossiers traités, et surtout avec un agenda qui pose question. Cela venait aussi à la suite de la divulgation d'une note confidentielle liée à la carte judiciaire, où on reprochait à Mme Belloubet d'avoir suivi les investitures en marche pour savoir à quelle sauce étaient mangés les différents services de la justice dans les différents départements. Ce sur quoi les magistrats s'étaient insurgés, ce sur quoi le canard enchaîné avait dégainé à plusieurs reprises. Cela venait en sus d'autres opérations que Maître Gouer, avocat de la métropole et de la ville, vous indiquera tout à l'heure. Tout de suite, et à la demande des journalistes et des médias dont vous êtes aujourd'hui, eh bien, on va poser la question si je trouvais normale cette décision de la garde des Sceaux. J'ai indiqué que non seulement le calendrier traitait à suspicion, mais surtout que la façon de traiter le dossier était pour le moins légère, puisqu'elle avait pris l'initiative
de dire elle-même Toulouse, alors qu'elle fut adjointe de Toulouse, qu'une membre très proche d'elle de sa famille est candidate à Toulouse, et que nous l'avons découvert, le bureau d'études, et ça c'est un premier scoop, chargé des études pour évaluer les sites de Montpellier et de Toulouse, est situé à Blagnac, et fait les études pour la métropole de Toulouse. Tout ceci, tout ce que j'avance là, est soutenu par des preuves. J'avance rien qui ne soit le dossier que Maître Goer a concocté, c'est celui-là. J'avance rien qui ne soit prouvable. C'est trop fort. Vous attendez pas? C'est pour les trucs? Mais on va te le son, hein. Sauf la fois, il faut chercher l'appareil. Donc cette affaire prend plusieurs rebondissements. Le cas d'Arraché s'en empare une troisième fois. Nous apprenons qu'il y a eu d'autres épisodes et je demande à Maître Goer de se pencher sur la question, ainsi qu'à Rémi Lévy, ainsi qu'à Bernard Travier, qui sont juristes tous les trois, et en capacité de pouvoir montrer que Mme Belloubet est en parfait conflit d'intérêts. Je veux bien que le conflit d'intérêts s'applique seulement aux citoyens lambda, aux petits élus de quartier, aux sans grades, à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Mais dans un pays démocratique, dans une république, la loi, elle doit être la même pour tous. Même si je sais qu'en disant cela, je suis utopique, car depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle, qu'on soit puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendent blanc ou noir. Je suis donc utopique. Il n'empêche que c'est mon rôle, pour une question de principe, d'abord de défendre Montpellier et les intérêts de ses juristes, de ses familles de juristes, de ses habitants et des justiciables, et quelque part de défendre ceux qui n'ont pas, comme moi, la possibilité de se défendre. Je vais donc, je vous ai campé le décor. Donc, suite à ma requête, Maître Goer a composé un dossier spécial. Je vais lui donner la parole afin qu'il vous indique tous les contours de cette affaire qui est extrêmement sujette à discussion, voire plus, et qui montre qu'à plusieurs étapes du dossier, Madame Belloubet a menti. Menti sur l'argent, menti sur le calendrier, menti sur la décision. Et donc, en conséquence de tout cela, j'aurai une conclusion à vous délivrer et à partager ensemble tout à l'heure. Je vais donner à Maître Goer la possibilité de nous exprimer d'une façon très juridique, je dirais, la suite des opérations et surtout l'intrado du dossier avec toutes les pièces que nous avons récoltées et qui viennent prouver que ma première impression, celle qui était de dire qu'elle a attendu les investitures en marche pour choisir Toulouse et pas Montpellier, car vous savez très bien que moi j'ai refusé soutien et investiture d'En Marche. Je ne suis pas En Marche, même si j'ai soutenu le président de la République contre le Front National, et je ne le regrette pas, parce que c'était le seul qui pouvait battre l'extrême droite, comme il l'a battu. Moi, je ne suis pas En Marche. Je suis socialiste exclu, qui assume son statut. C'est simple. Bonjour à tous. Pour dire immédiatement les choses, nous envoyons aujourd'hui une plainte à l'encontre de Madame Belloubet
qui est adressé à la Cour de justice de la République et nous lui reprochons le délit de prise illégale d'intérêt. Pourquoi? Première chose, il est évident, mais on peut le rappeler, que le choix d'implantation d'une cour administrative d'appel est un choix qui est essentiel. C'est un choix qui concerne le justiciable et son accès au juge. C'est un choix qui est déterminant pour les professionnels du droit. Le bâtonnier Rémi Lévy, sans doute, insistera sur ce point. Et c'est également un choix qui est déterminant en matière d'aménagement du territoire. Dès qu'un choix est déterminant, il doit être pris dans des conditions qui l'abritent de tout soupçon. C'est un choix qui doit être réalisé d'une manière totalement impartiale. Lorsque nous avons reçu l'information le 19 novembre, selon des formes assez curieuses, un texte sur le site internet du Conseil d'État dépourvu de toute justification. Lorsque nous avons reçu l'information selon laquelle la garde des Sceaux venait de choisir la ville de Toulouse plutôt que celle de Montpellier pour accueillir la cour administrative d'appel, nous nous sommes immédiatement posé un certain nombre de questions pour au moins deux raisons. Première raison, pourquoi la garde des Sceaux? Ce type de choix est un choix qui relève des compétences du gouvernement, qui doit à terme faire l'objet d'un décret en Conseil d'État et qui doit donc juridiquement, logiquement, être avant tout porté par le Premier ministre. Elle n'avait pas l'obligation d'intervenir, mais elle va le faire. Deuxième raison, surtout, nous pressentions l'existence d'un probable conflit d'intérêts en raison des liens et des intérêts, notamment électoraux, de Madame Belloubet et de son parti politique avec la ville de Toulouse et notamment la prochaine séance municipale à Toulouse. On lui a donc immédiatement écrit, dans un but assez simple, d'abord lui rappeler qu'elle n'est pas en droit d'intervenir sur ce sujet, et puis surtout, obtenir des explications qui n'avaient jamais été données, en lui disant qu'elle était encore en temps de reprendre sa décision. Nous lui avons écrit, c'était le 20 novembre, elle ne nous a jamais répondu. Elle a préféré donner quelques mots, et c'est très bien par le principe, mais cela aurait pu être accompagné d'une réponse structurée, détaillée, argumentée, quelques mots à la presse, et tout ce que l'on sait, c'est ce qu'elle a indiqué, que Toulouse était choisie non pas parce que Toulouse était meilleure, mais parce que Toulouse était moins chère, nous disant que Toulouse aurait un coût de 5,3 millions, alors que Montpellier aurait un coût de 7,5 millions. C'est à partir de ce moment-là qu'on doit passer du doute au soupçon jusqu'après à la décision de déposer. Première raison pour laquelle on passe du doute au soupçon, il n'y a jamais eu de demande sur le budget, il n'y a jamais eu d'échange contradictoire avec la ville pour savoir si elle pouvait participer à des travaux, et puis pour savoir si elle validait ou non une méthode d'évaluation de travaux. On n'a jamais vu quelqu'un se présenter à nous, nous expliquant « j'envisage de retenir tel coût » ou « je veux réaliser telle visite à tel moment avec tel lettre ». Première raison pour laquelle cela est étrange, jamais de discussion sur le coût. Peut-être que les collectivités étaient aptes et auraient accepté de porter une partie du coût d'une manière ou d'une autre. Première chose. Deuxième chose, la ministre ne répond pas sur les aspects qualitatifs, sur le fait qu'il y a plus de contentieux sur la zone de Montpellier que sur la zone de Toulouse, et sur le fait que géographiquement, Montpellier a une position qui est plus centrale. Troisième chose, la commune de Montpellier a immédiatement écrit en disant « vous dites que Montpellier serait plus cher, donnez-nous l'étude, donnez-nous le rapport d'étude, l'étude de faisabilité pour parler de manière technique, qui chiffre ce coût. » Cela lui a été demandé à l'époque, au moment où je vous parle, aucune réponse n'a été faite. Le rapport sur lequel elle s'appuie n'a jamais été donné. Pourtant, elle nous dit Toulouse 7,5 millions, 5,3 millions, Toulouse, Montpellier 7,5 millions, donc Toulouse. Lorsque, et c'est là que l'on va nécessairement décider de déposer plainte, lorsque l'on examine ce qui se dit par exemple au Sénat,
M. Kanner, devant la commission des lois, va présenter le projet de loi de finances pour 2020 dans ses aspects concernant les juridictions administratives. Et il va indiquer, nous sommes le 21 novembre, c'est-à-dire le jour où la ministre nous dit c'est plus cher à Montpellier qu'à Toulouse. Et il va indiquer la chose suivante. La garde des Sceaux a annoncé le 19 novembre le choix d'une implantation sur le site de l'ancien rectorat à Toulouse. Le coût total de l'opération n'est pas encore arrêté. C'est-à-dire que la ministre donnerait des coûts alors que le coût de l'opération n'est pas arrêté. Première difficulté quant à la valeur de l'explication financière qui nous est donnée. Deuxième chose surtout, puisque nous n'avons pas de réponse à la demande simple de Montpellier de savoir les raisons pour lesquelles il faudrait privilégier le financier et pourquoi ça serait plus cher ici, on va nous-mêmes faire des recherches. Et nous nous rendons compte que le coût a été chiffré, l'étude de faisabilité a été réalisée par un bureau d'études qui s'appelle Vitam Ingénierie. Nous allons sur le site internet de ce bureau d'études et on apprend un certain nombre de choses. Première chose, ce n'est pas interdit, mais ce bureau est situé à Blagnac. Deuxième chose, surtout, et vous pouvez aller sur le site internet de cette société, deuxième chose surtout, vous allez trouver, et c'est classique pour ce type de métier, sur le site internet, une présentation des principales références de ce bureau d'études. Et lorsque vous allez dérouler sur le site, vous avez en bas un onglet qui va vous proposer de télécharger la liste complète des références de ce bureau d'études. Bien entendu, nous l'avons fait. Qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons d'abord que le bureau d'études, qui a pour mission de déterminer le choix entre Toulouse et Montpellier, a pour client le plus important la ville de Toulouse. Allez-y vérifier. Ce bureau d'études, qui est un bureau d'études qui a pignon sur rue, et de toutes les opérations importantes, soit en termes financiers, soit en termes de notoriété, de la ville de Toulouse et de la métropole de Toulouse. Première chose. Deuxième chose, nous constatons dans cette liste des références que l'étude de faisabilité devant fixer le coût a été terminée au mois de juin 2019. Or, vous savez que le choix entre Toulouse et Montpellier devait être annoncé au mois de juin 2019, on était donc dans les délais. Pourtant, l'annonce n'a pas été faite et elle a été reportée à l'automne. Qu'est-ce qui se passe entre juin et l'automne? Certainement pas l'évaluation du coût, puisque cela est réalisé. En revanche, il se passe des discussions entre La République En Marche et l'un des candidats à la mairie de Toulouse. Troisième chose, et c'est peut-être la plus surprenante, je vous rappelle que la garde des Sceaux nous avait dit Toulouse 5,3 millions, Montpellier 7,5 millions, unique justification. Et le cabinet Vitam Ingénierie, dans sa liste de références, bien entendu pour montrer le travail qu'il réalise, donne le coût des opérations qu'il estime. Et nous avons donc création de la cour administrative d'appel d'Occitanie Toulouse 31, 1548 m² SU, très bien, coût de l'opération, entre 8 millions et 8,5 millions d'euros hors taxe, selon scénario. Ça signifie quoi? Ça signifie, tout d'abord, qu'il est très probable que la ministre de la Justice ait donné des informations dont on dira qu'elles sont à minima inexactes. Ça signifie ensuite que le coût d'une opération à Montpellier serait donc moins élevé, si l'on retient le chiffre donné par la ministre de 7,5 millions, que le coût de l'opération à Toulouse. Toujours est-il que nous n'avons toujours pas le rapport qui a été demandé. Fort heureusement, Internet aujourd'hui renseigne sur bien des choses. Nous déposons donc plainte pour prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, ça n'est même pas le fait de savoir si le ministre va prendre la bonne ou la mauvaise décision. La prise illégale d'intérêt, c'est qu'un ministre n'a pas le droit d'intervenir. Et pas la peine qu'il nous dise que sa décision a été la bonne, pas d'appréciation subjective. Il n'a pas le droit d'intervenir dans les sujets où il détient des intérêts.
notamment, bien entendu, des intérêts électoraux et politiques. Or, s'agissant de Toulouse, la ministre de la Justice, qui ne devait pas intervenir, a des intérêts qui sont des intérêts directs comme indirects. C'est une personnalité politique de premier plan à Toulouse, c'est son fief électoral. Elle était membre du conseil municipal, elle a été première adjointe de la ville de Toulouse, elle a été vice-présidente de la métro de Toulouse, elle a même occupé des fonctions importantes à la région. Et elle est, et je pense que c'est une situation unique, liée politiquement, électoralement, bien entendu, mais aussi amicalement et familialement, à plusieurs des candidats à la commune, à la mairie de Toulouse. Dans une confusion qui, je crois, n'existe nulle part ailleurs. Je ne révèle pas des éléments familiaux, ils sont connus, ils sont publics, elle les assume. Elle est la belle-mère de l'une des candidates tête de liste à la mairie de Toulouse. Elle est le soutien officiel de notre des candidats, le maire sortant, à la mairie de Toulouse. Et elle est, on ne peut plus lier avec une troisième personne qui revient en politique à l'occasion de ces élections municipales, qui est l'ancien maire de Toulouse dont elle a été la première adjointe. Donc déjà, à titre personnel, du point de vue de son parcours, elle a le lien politique, le lien personnel qui est interdit. Mais il faut ajouter que lorsqu'elle a été interviewée par Jean-Jacques Bourdin le 26 août, il lui parle de Toulouse. Et elle va annoncer à cette occasion que ce n'est pas parce qu'elle ne sera pas candidate au municipal à Toulouse qu'elle n'y soutiendra personne, on sait qu'elle soutiendra, mais surtout qu'elle renonce à des élections, que pour elle, la base électorale est essentielle et qu'elle sera candidate à de prochaines élections. La presse qui en a suivi a dit c'est les sénatoriales ou la région, vraisemblablement la région. Le problème n'est pas de savoir quelle est l'élection concernée, le problème est simplement de constater qu'en plus, elle a une ambition, mais elle le dit, et c'est très bien d'aller devant l'électeur, mais elle a une ambition électorale à Toulouse. Ça, ce sont des intérêts personnels qui font qu'elle ne doit pas intervenir. Mais il y a aussi tous les intérêts indirects, puisqu'on voit qu'il y avait une demande pour Toulouse, par le maire de Toulouse, d'avoir la cour administrative. Très bien, il fait son job. Que les députés de la République En Marche de Toulouse, ils le disent eux-mêmes, ils emploient ce mot, ont fait du lobbying auprès de la ministre et du gouvernement pour la cour. Très bien. On voit qu'il y a donc une demande. On voit ensuite que la réponse est reportée. On voit qu'il y a un accord sur le soutien et le partenariat entre la République En Marche et le maire sortant de Toulouse en vue de la prochaine élection municipale. Et là, on annonce des choses. La question avec une prise légale d'intérêt, je vous disais, c'est même pas de savoir si la décision est bonne ou mauvaise, c'est l'interdiction de se préoccuper d'un sujet. C'est ce qui a été décidé après l'affaire Cahuzac pour essayer de recréer le lien entre le gouvernement et les citoyens, pour garantir les conditions de la confiance dans un gouvernement ou dans un ministre. En l'occurrence, on est ici dans une situation où il y a un intérêt électoral évident, et qui en plus est dans un contexte où le Canard enchaîné a révélé quelques jours avant ce dont on parle, qu'au sein du ministère de la Justice, puisque vous savez qu'on doit supprimer des juges d'instruction, ce qui est prévu en termes de renouvellement de la carte judiciaire, il y a une note qui démontre qu'ils sont en train de choisir dans quelle ville on va supprimer le juge d'instruction, non pas parce qu'il y en a un à 10 km à côté et qu'il y en a un autre qui est donc simple d'accès, pas du tout, en fonction des scores électoraux municipaux de la République En Marche et au présidentiel. Donc dans tout ce contexte, le citoyen va nécessairement se poser la question de savoir si la ministre va prendre une décision de manière impartiale ou non. Or, il est interdit que le citoyen ait à se poser ce type de décision. Elle est intéressée, c'est une rupture du lien de confiance qui est réalisé, et c'est la raison pour laquelle nous considérons que le délit de prise illégale d'intérêt est susceptible d'avoir été commis par la ministre, et la raison pour laquelle nous saisissons la Cour de justice de la République. Et la plainte qui est prête, qui est signée, partira à la poste à l'ouverture du courrier dès lundi matin. Merci. Je parle beaucoup en ce moment parce que les avocats sont très visibles et je ne pensais pas m'exprimer aujourd'hui, mais l'actualité m'amène à le faire. Donc j'interviens en tant que bâtonnier du barreau de Montpellier, un barreau de 1200 avocats, et en tant que président de la conférence régionale des barreaux de la Cour d'appel de Montpellier, qui couvre donc
Montpellier, bien évidemment, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Perpignan, Rodez, et est également concernée dans ce problème d'implantation de la Cour administrative d'appel, la nouvelle, la Cour d'appel de Nîmes, puisque le territoire judiciaire est grand. Donc la Cour d'appel de Nîmes, ce sont les barreaux de Nîmes, les barreaux d'Alès, les barreaux de Mende, les barreaux d'Avignon et le barreau de Carpentras. Tout ça pour dire qu'en termes de désaffection du service public, on vient bien au-delà d'un affrontement Montpellier-Toulouse. On va sur un terrain de cours d'appel qui représente des populations importantes et qui représente environ 2000 avocats. Tous les avocats de France sont en grève aujourd'hui, 164 barreaux, 70 000 avocats, du fait de la partie immergée de ce mouvement qui est la réforme des retraites en ce qui concerne les avocats, mais qui est aussi une accumulation de réglementations, de lois, d'actes qui constituent une tentative de fermeture d'accès au service public judiciaire. Aujourd'hui, le mécontentement de la profession envers notre ministre de la Justice est fort. Alors je dirais qu'à Montpellier, on subit un peu la double peine, on subit le problème général, puisque je profite de cette tribune pour vous donner quelques chiffres. Cette réforme des retraites, pour la majorité des avocats, va entraîner un risque de fermeture des cabinets. Pourquoi? Parce que nous vivions tranquilles avec notre caisse autonome, qui n'est pas un régime spécial, qui tourne très bien, qui a 4 cotisants pour un retraité, qui verse une pension de base de 1 450 € et qui reverse tous les ans au régime général, au titre des mécanismes de solidarité, depuis qu'elle existe, avec des progressions sur les montants, une somme de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, le mécanisme qui a été mis en place n'est pas un simple mécanisme technique, c'est un mécanisme politique pour faire disparaître une partie importante de la profession, celle qui assure les contentieux communs, celle qui fait les commissions d'office, celle qui participe aux permanences pénales, celle qui gère l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que le système qu'on nous propose est sur la tranche de revenus de 0 à 40 000 €, sachant que le revenu médian par avocat en France est de 48 000 €, un doublement des cotisations de 14 à 28 %. C'est-à-dire qu'un avocat qui aura 40 000 € de revenus devra verser 13 000 € de cotisations, plus du double de ce qu'il versait avant, pour avoir une pension de base qui va passer de 1 450 € à 1 000 €. Voilà ce qu'on nous propose, indépendamment de la perspective de toucher au nom de retraite. Pour l'ensemble de la profession, c'est une déclaration de guerre, en particulier pour nos plus jeunes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on parle de justice sociale, avec ce système universel, c'est que sur les autres tranches, 40 à 100 000 €, le taux baisse à 14 %, et sur les revenus supérieurs à 100 000 €, le taux est de 2,86 %. C'est-à-dire que ceux qui gagnent le plus vont payer moins, et ceux qui gagnent peu vont payer beaucoup. Donc, les avocats sont tout serrés quand ils sont en train de parler de justice sociale en ce qui les concerne au sujet de cette réforme. Et cela fait 3 semaines que le mécontentement est fort, et que pour en venir à ce qui nous occupe aujourd'hui, il y a des méthodes qui sont inacceptables dans une démocratie. C'est le refus de discuter, c'est le refus de s'expliquer, le refus d'être transparent. Les barreaux demandent à débattre sur ce point depuis le mois de juillet. Le frère Robert connaît tout cela. On nous a opposés, comme on ne répond pas à vos courriers, on ne répond pas aux nôtres. Il a fallu que l'on entre en 3e semaine de grève, que l'on bloque la totalité des juridictions, que les assises soient renvoyées, qu'il n'y ait plus un seul dossier qui passe. Nous n'allons plus devant le juge liberté et détention, nous n'allons plus dans les gardes à vue. Nous avons abandonné le contentieux des libertés à contre-cœur, parce que c'est notre ADN, mais c'est le seul moyen de nous faire entendre. Et on a eu enfin un rendez-vous avec le Premier ministre. Donc voilà en termes de méthode. Mais aujourd'hui, ceux qui sont les responsables de cette situation, ils ont vraiment intérêt à prendre des mesures d'apaisement, parce que le mouvement va continuer. La grève va continuer la semaine prochaine. Il y aura une manifestation importante à Paris le 3 février. Donc le mécontentement avec Mme Belloubet est grand, parce que non seulement la communication est impossible, mais l'attaque contre la profession n'a jamais été aussi violente. Pour en revenir à notre cour administrative d'appel, la création d'une juridiction en France, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque depuis des années, on est plutôt dans des cas de fermeture. On s'est battu depuis des années contre la réforme des cartes judiciaires. Dans notre département, ont disparu les tribunaux d'instance de Lodève, de Lunel, d'Uzès, voilà, qui étaient quand même des éléments forts. Hein. La justice de paix, c'était la justice inférieure à 10 000 €, c'était la tutelle des majeurs, c'était les affaires civiles de beaucoup de gens. On s'est battu contre ça, mais on n'y est pas arrivé. Aujourd'hui, la création d'une cour administrative d'appel, c'est un événement important
en termes d'accès à la justice, en termes de structuration du territoire, et nous étions dans un système avec une cour administrative d'appel à Marseille et une cour administrative d'appel à Bordeaux. La cour administrative d'appel de Marseille enregistrait les appels des tribunaux administratifs de Montpellier et de Nîmes. Celle de Bordeaux enregistrait les appels des tribunaux administratifs de Toulouse et de Pau. Par voie de conséquence, comme ces deux cours étaient surchargés, il a été décidé d'en créer une nouvelle, et donc s'est posé le problème de son implantation en Occitanie, qui est à peu près le milieu géographique entre Toulouse et Marseille, mais la région Occitanie, elle est grande, elle fait 5 millions d'habitants, donc la structuration en termes de service public judiciaire devait militer en faveur de Montpellier, techniquement parce que le nombre d'appels des tribunaux administratifs de Nîmes et de Montpellier est bien supérieur à celui des tribunaux administratifs de Toulouse et de Pau, et parce que aujourd'hui on se retrouve avec une espèce de désert judiciaire dans ces recours administratifs. Vous avez une cour administrative d'appel à Bordeaux, une autre à Toulouse, 250 km, et de Toulouse à Marseille, 420-430 km, plus rien. Cela touche les barreaux de Montpellier, tous les barreaux de la cour d'appel, ceux que j'ai cités tout à l'heure, Perpignan, Carcassonne, Narbonne, Rodez, tous les barreaux de la cour d'appel de Nîmes, Nîmes, Alès, Mende, Privas, je le dis Privas, Avignon, Carpentras, c'est-à-dire qu'en sortant de Montpellier, le justiciable de Privas ou d'Avignon qui allait avant à Marseille, il va devoir aller à Toulouse. Alors vous imaginez le progrès quand on dit on aménage le territoire et que vous faites 250 km de plus pour aller plaider en appel. Voilà. Et parmi les éléments aussi qui militaient en faveur de cette implantation à Montpellier, technique, je rassure les éléments techniques, nous avons gardé à Montpellier la Chambre régionale des comptes. Comme vous le savez, cette dernière est une juridiction financière, mais qui examine plus particulièrement les budgets des collectivités territoriales. Elle est donc très proche de la juridiction administrative, et il y avait la possibilité de faire à Montpellier un très beau pôle administratif, financier. C'était cohérent, ça correspondait grosso modo au développement des juridictions administratives et financières. C'était pour moi un des éléments déterminants en termes de choix. La façon dont ce choix s'est fait, je ne vais pas revenir dessus, mais quand on sait aujourd'hui qu'une collectivité, quand elle veut donner un marché de 30 000 €, elle doit avoir une transparence absolue, on est concerné de la façon dont cela se passe, puisqu'on apprend par un communiqué que pour des raisons techniques, les raisons financières sont venues un peu par la main, on nous a dit pour des raisons techniques, on le fera à Toulouse. On ne peut pas se contenter de ce genre de décision. Enfin, aujourd'hui, c'est impensable de ne pas être transparent sur les cahiers des charges, de ne pas être transparent sur les résultats, de ne pas être transparent sur les intervenants, de ne pas être transparent sur la totalité. Aujourd'hui, on a le droit dans des marchés publics de les contester, on a accès à des dossiers, et vous imaginez qu'on va créer une cour administrative d'appel sur un résultat qui résulte d'un simple communiqué de presse. Ce n'est pas possible dans une démocratie, ce n'est pas admissible. Moi, ce que je tenais à dire en tant qu'avocat, en tant que bâtonnier, et en tant que représentant des bâtonniers de cette cour d'appel, je parle aussi pour mon homologue de Nîmes, c'est que, bien évidemment, le doute est grand. Mon confrère Loer a rappelé la note qui est parue dans la presse. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'il y a une époque où il y a d'autres pays où serait venue une démission immédiate du ministre de la Justice. On apprend quand même aujourd'hui que les juridictions d'instruction, dont on sait qu'elles vont être remaniées, elles vont l'être en fonction des résultats électoraux. Manifestement, ça ne choque personne, les lecteurs du Canard enchaîné, les quelques juristes, les quelques maires concernés. Mais enfin, c'est quand même surréaliste d'entendre ça dans une démocratie, de savoir que l'on va maintenir des juridictions d'instruction, combien c'est sensible quand même une juridiction d'instruction. On ne parle pas du juge des tutelles, on parle du juge d'instruction, alors qui est un personnage un petit peu menacé parce qu'il a peut-être un peu trop de pouvoir dans la menée de certaines actions, mais on apprend qu'ils vont subsister ou ne pas subsister en fonction des résultats électoraux. Alors, comment voulez-vous que le doute ne soit pas instillé lorsque l'on entend ça? Lorsque l'on voit effectivement la présence de Mme Belloubet partout, lorsqu'elle s'exprime sur ses ambitions électorales, lorsqu'elle s'exprime sur cette cour administrative d'appel, bien évidemment, à partir du moment où les critères de désignation ne sont pas clairs, le doute est certain. Quelqu'un qui avait dit, je ne le citerai pas, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Là, c'est plus que flou et on a vraiment des raisons de douter. Nous, ce qu'on demande, c'est de la transparence dans cette affaire. Notre confrère Goer a travaillé sur le dossier, il nous a rappelé tout à l'heure les éléments techniques. Je n'ai pas de doute sur la qualité de son travail. Sa modestie va en souffrir, mais notre confrère Goer est un des meilleurs pénalistes du barreau de Montpellier, surtout dans les dossiers techniques,
parce qu'il y a les pénalistes d'assises et les pénalistes techniques. Donc je ne doute pas de la qualité de son travail. En tout cas, moi je le redis, il n'est pas possible aujourd'hui d'avancer comme ça et de prendre des décisions de ce type. Et au-delà du problème de la Cour administrative d'appel qui en est un exemple, aujourd'hui la façon dont ce ministre de la Justice traite son institution et traite les avocats n'est pas admissible. Donc la colère est grande à Montpellier, elle est grande en France, et tout cela conjugué fait que je dénonce bien évidemment les conditions d'implantation de cette Cour administrative d'appel. Je demande à ce que le dossier et la clarté soient faites sur ces décisions d'attribution totalement opaques. Je vous remercie. Comment dirais-je, le despotisme. Et là, on nous dit une sorte de despotisme est totalement éteint. Pourquoi? Ce qui se passe au ministère de la Justice se passe également dans le ministère de la Culture. Je suis tous les jours la veille newspaper, tous les jours. Le ministère de la Culture, à bas bruit, est en train d'être totalement désossé. Les syndicats s'en sont aperçus la semaine dernière. Ils ont réorganisé complètement, je dis réorganisé, je suis gentil, c'est-à-dire ils ont démoli la direction de la création artistique. Allez voir sur les sites, vous allez voir. Le secrétariat général du ministère, au nom d'une prétendue déconcentration au profit des DRAC, avec des crédits qui ne suivront pas, nous le savons. Ils sont en train de s'attaquer à la lecture publique. Rapport de M. Orsena, totalement inutile. La sénatrice Robert, qui elle est la spécialiste de la lecture publique, était venue à Montpellier nous interroger. Pourquoi? Parce que nous sommes pionniers en matière d'ouverture dominicale et de nocturne. Et le projet confié à Orsena, c'était de revenir sur l'ouverture dominicale, de l'amplifier, etc. Évidemment, ce n'est pas lui qui a fait le rapport, il a pris le chèque, c'est un inspecteur général de bibliothèque qui, lui, sait ce qu'il écrit. Et Montpellier avait été inspecté antérieurement par l'inspecteur général Carbone. Rapport dithyrambique. Ils n'ont pas mis les pieds à Montpellier, ils sont allés uniquement à Toulouse. C'est réglé. Et je puis vous dire que pour les dossiers de culture, ça n'est pas simple. Depuis plusieurs années, un maximum de réunions se passe à Toulouse sans que nous le sachions. D'ailleurs, j'ai appris il y a une heure qu'il y avait eu une réunion importante sur le terrain de la musique, de l'opéra, etc. à Toulouse. Je ne le savais même pas. Revenons à ce qui nous préoccupe, la création de la Cour administrative d'appel. Le bâtonnier l'a dit à juste titre, dans notre carrière, tous les deux, il est arrivé 8 ans après moi au barreau, nous n'avons jamais vu une création. Des suppressions, oui, faites en dépit du bon sens. Un exemple, je vous le rappelle, celle qui a sabré dans la juridiction, c'était Madame Dati. J'étais en poste à ce moment-là à la Cour de cassation. C'était du grand n'importe quoi. On a fermé Rodez, on a fermé une juridiction 403, on a rouvert Rodez avec une chambre détachée. C'est n'importe quoi. Et chaque fois, nous avons payé. Chaque fois, nous avons payé. Pour ce qui est de ce dossier, je l'ai suivi, bien sûr, aux côtés du président de la métropole, quotidiennement. Jamais, il n'a été question du coût de l'opération. Jamais. J'ai accueilli 2 fois la délégation du Conseil d'État. Et les services l'ont accueilli plus souvent que moi, je pense 2 fois de plus. Dans la première réunion, il y avait les techniciens du Conseil d'État, le secrétaire général de la préfecture, le DGS de la métropole, le service des domaines, le service des bâtiments. Tout le monde était. Journée de travail, on a déjeuné ensemble, et ils sont repartis. Je les ai, entre guillemets, récupérés la seconde fois, avec M. le maire d'ailleurs, à la mairie. Et là, Bruno Lasserre, président du Conseil d'État, en fait on dit vice-président, le président du Conseil d'État, vous le savez, c'est le Premier ministre. Là aussi, il y a quand même un petit problème. Bon. Il y avait Bruno Lasserre, Mme Berjal, qui est la secrétaire générale, les 2 techniciens de bâtiment et les représentants de l'État. Nous avons pris un café ensemble à la mairie et ensuite nous sommes allés visiter les 3 sites qui restaient sur les 8 que nous avions proposés, c'est-à-dire que tout le monde avait travaillé, évalué, etc. Je tiens à dire que les services de la métropole ont travaillé de manière remarquable, menés par Mme Di Grazia. Ce sont de grands fonctionnaires,
dont j'ai accompagné moi-même le vice-président et le secrétaire général et leurs compagnons sur le site de l'état-major boulevard Henri IV, le site qui est en face, qui s'appelle l'Institut de biologie, et enfin sur un troisième bâtiment qui appartient à NJ, qui est près de la gare et surtout de l'esplanade dans l'office du tourisme de l'autre côté. Il y a des bâtiments sur la voie ferrée. Il est évident que le site de l'état-major était le mieux placé. Pourquoi? Pour les accès, mobilité, tramway, etc. Et qu'il pouvait construire, si je me souviens bien, 2000 m² de plancher. Donc quand vous construisez 2000 m² de plancher, ça n'est pas très cher. Ça n'est pas très cher, contrairement à ce qu'ils ont dit. Et puis le bâtiment ancien aurait été réaménagé, utilisé, tout en conservant bien évidemment son aspect historique. Mais je pense que le maire s'en souvient, lors de cette discussion, M. Lasserre, un grand magistrat de l'ordre administratif, il a été un grand président de la commission de la concurrence, a dit les critères de choix sont bien sûr le foncier, mais ce n'est pas du tout primordial. Ce qui compte, c'est les mobilités, la culture, quelle est l'offre culturelle de Montpellier, la proximité des autres tribunaux, il y avait Nîmes d'un côté, il y a un tribunal administratif à Nîmes, Montpellier, etc. Le critère du prix, je ne dis pas qu'ils étaient prêts à payer n'importe quoi, mais le critère du prix n'est jamais entré dans la discussion. Nous avons fait la visite, nous sommes tous séparés, et il nous a dit, vous aurez très certainement une réponse au mois de juin. Je ne poursuis pas sur ce terrain, puisque Gilles Gouin vous a rappelé le calendrier très exactement et les conditions dans lesquelles le choix a été fait. C'est extrêmement choquant, parce que le bâtonnier a dit, techniquement, c'est 10 000 requêtes. Ici, on raisonne en termes de requêtes. 10 000 requêtes, Toulouse, c'est 6 000 requêtes. Je tiens à rappeler une chose aussi, qu'entre les deux cours d'appel judiciaires, Montpellier et Toulouse, Toulouse est 2 rangs derrière nous pour l'activité. Vous demandez au premier président de la cour d'appel de Montpellier, il vous le confirmera. Les chiffres sont là. Toulouse, judiciairement et administrativement, est derrière Montpellier. Donc, le leitmotiv qui est avancé en permanence par la chancellerie, c'est la proximité du justiciable avec son juge. Nous en sommes loin. Et le bâtonnier n'a pas dit je vais compléter, il a parlé du juridiction d'instruction, il a raison, mais ce qui se prépare, c'est aussi une réforme de la carte des conseils de prud'homme. Là, ça y est, c'est sorti il y a 15 jours, ça commence. Donc là, vous allez voir aussi comment ça va se passer. Alors, dans certains cas, ils ont raison. Si un conseil de prud'homme juge 10 affaires par an, on peut peut-être imaginer de l'envoyer chez le voisin qu'un juge 1000. C'est le problème. Mais est-ce que les critères de choix vont être les mêmes que ceux qui ont été mis en œuvre pour les juridictions d'instruction? On peut quand même se faire du souci en matière d'aménagement du territoire. Voilà. Voilà donc les observations que je fais. Et si nous actionnons les moyens dont nous sommes pourvus pour mettre en cause les propos de la garde des Sceaux, c'est parce que la décision définitive de l'implantation n'est pas encore prise. Elle doit faire l'objet d'un vote au Sénat et d'un décret au Conseil d'État. Si j'avais politiquement une réflexion à formuler, sans vouloir écorcher Toulouse, sans vouloir écorcher Toulouse, sans vouloir tomber dans ce que certains journalistes pourraient qualifier d'une compétition entre Montpellier et Toulouse qui n'existe pas. La compétition entre les villes, elle est mondiale. Ce que nous sommes en train de chercher, c'est simplement la justice, ou plutôt lutter contre l'injustice de cette décision qui est en train de se prendre. D'abord pour Montpellier, pour la ville, pour ses habitants, pour ses juristes. Et puis pour le principe même, celui de l'équité, celui qui est dans notre Constitution. Quand le garde des Sceaux
se permet d'être en conflit d'intérêts sur un certain nombre de choses et qu'on ne lui dit rien, comment voulez-vous que la République soit crédible? Il faut que la justice soit la même pour tout le monde. C'est la déclaration des droits de l'homme qui est en jeu. C'est pour ça que je suis pour une 6e République. Mais une 6e République qui n'est pas celle de l'inféodation à des groupes d'action dans chaque cage d'escalier comme celle de M. Mélenchon. Une 6e République éclairée, comme le fut la 5e, comme le fut celle qui était dictée par les idées des Lumières, mais qui correspond au XXIe siècle, avec une idée, avec l'intégration des réseaux sociaux, avec la mondialisation, avec la lutte contre le réchauffement climatique, avec tout ça, tous ces grands enjeux. Et surtout, comme disait Condorcet, un nouveau contrat social qui doit être discuté avec tous les Français chaque 20 ans. Parce que le monde change, il évolue. Pour avoir, avec Maître Goer, travaillé et discuté sur la partie immergée de l'iceberg, sur les décisions de droit qui sont celles de notre justice, il a été mis en place un système au niveau national qui est presque, je dirais, impénétrable. Le Premier ministre nomme, c'est le président. Expliquez-nous ça, oui. Parce que oui. J'en suis tombé. C'est la monarchie. Vous savez que la Cour de justice de la République est une institution dont le président Hollande avait promis la suppression, dont le président Macron avait promis la suppression, mais que personne n'a supprimé aujourd'hui. On veut la supprimer, a priori, pour 2 raisons. La première, c'est que les observateurs constatent qu'elle rend des décisions souvent jugées excessivement clémentes à l'égard des membres du gouvernement. La seconde, c'est que c'est une juridiction d'exception. Mais aujourd'hui, on est bien obligé, celle-ci n'ayant pas été supprimée, d'aller devant la Cour de justice de la République, qui présente des particularités totalement invraisemblables dans un état de droit que je vais vous expliquer. Nous agissons donc contre la garde des Sceaux, et on ne peut aller que devant la Cour de justice, puisque notre Constitution, les articles 68.1 et suivants de la Constitution de 58, nous disent que la Cour de justice est compétente pour les infractions, les délits et les crimes commis par un ministre à l'occasion de ses fonctions. Le problème, c'est qu'il y a 2 autres textes dans notre ordonnancement juridique. Le premier, il est dans la Constitution, il est dans la loi organique sur la Cour de justice de la République. Le ministère public devant la Cour de justice est exercé exclusivement par le procureur général près la Cour de cassation. Et il n'y a pas devant celle-ci ce que nous avons, nous, comme citoyens, devant toutes les autres juridictions, la possibilité de se constituer partie civile, c'est-à-dire si le procureur ne bouge pas, vous pouvez, nous, agir en justice. Ça n'est pas possible devant la Cour de justice de la République. Seul le procureur général de la Cour de cassation peut décider d'exercer les poursuites. Première règle de droit. Deuxième règle de droit. Savez-vous qui et comment est nommé le procureur général près la Cour de cassation? Il est nommé sur simple avis du Conseil supérieur de la magistrature, et il est nommé sur proposition de qui? De la garde des Sceaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui doit décider ou non, suite à notre plainte, d'exercer des poursuites, est nommé par la garde des Sceaux. C'est pourtant un grand juriste, il n'y a pas de difficulté, et vous pourrez lire son allocution donnée lors de son installation, il y a très peu de temps, et il remercie Madame la garde des Sceaux de m'avoir choisi. Nous sommes dans une situation constitutionnelle qui fait que celui qui a le pouvoir et qui doit décider ou non de poursuivre un ministre, lorsqu'il s'agit du garde des Sceaux, est nommé par ce ministre. Ça n'est pas conforme aux standards de droit et aux attentes de nos citoyens aujourd'hui. On peut ajouter d'ailleurs que vous savez que la garde des Sceaux, et là encore la question de l'exemplarité se pose, vous savez que la garde des Sceaux n'a pas satisfait à l'obligation de déclarer ses intérêts et son patrimoine qui a été posé après l'affaire Cahuzac, ou qui a été accru après l'affaire Cahuzac,
pour garantir qu'un élu n'intervient pas dans une affaire où il a intérêt. Elle ne l'a pas fait. Vous savez que le fait de ne pas l'avoir réalisé, loi sur la transparence de la vie publique de 2013, article 26, est un délit. Avez-vous entendu parler d'une poursuite pénale ou d'une enquête suite à la réalisation de ce délit? Encore aurait-il fallu qu'elle soit possible, c'est-à-dire que celui qui peut décider des poursuites ne soit pas nommé par les gardes des Sceaux. Voilà la situation institutionnelle plus large dans laquelle nous nous trouvons.